Alors, la dernière fois, nous nous sommes arrêtés en fait sur, si vous vous rappelez bien, c'était sur les décalages. On essayait ici de simuler un peu le décalage sur un design sans utiliser ici là le CSS Grid. Parce qu'il était question de construire d'abord une sorte de grille sans l'utilisation de CSS Grid et après voir comment on peut appliquer dans le CSS Grid pour pouvoir faciliter cela. Et d'entrée de jeu, nous avons commencé par définir par exemple notre fichier avec une div qui contenait une grille à l'intérieur de laquelle nous avons défini, il y avait des différentes rangées. Si on regarde bien là, lorsqu'on voit un rond, c'est que c'est une rangée. On avait une rangée, deux rangées, trois rangées. À l'intérieur de chaque rangée, nous avons des colonnes. Des colonnes qui avaient chacun un nombre d'unités. On était parti, par exemple, là, sur une grille de 6 unités. Si vous vous rappelez bien. Enfin, on avait considéré que notre grille était de 6 unités. Du coup, sur le CSS, on peut voir bien que lorsqu'on a défini les différentes colonnes de chaque ligne, de chaque rangée, en fait, on avait commencé, on avait appelé col 6 pour dire 6 unités. Donc, si on dit plutôt col 12, c'est pour dire 12 unités. Et maintenant, là, on donnait juste une taille pour que nous puissions avoir une certaine largeur de notre contenu. Donc, si on interprétait, quand on interprétait ça à la fin, on avait ce résultat-ci. Le résultat qu'on avait avec le décalage qu'on avait simulé avec les poules et les poches. En se séparant, je pense qu'on avait assez expliqué comment on l'a fait. Et vous aviez le code, donc du coup, vous pourrez essayer là, visiter pour voir où on s'est arrêté en fait. Bon, là, on était sur notre image. Je vais essayer d'ouvrir encore l'image en question. En fait, aujourd'hui, nous allons voir un peu comment gérer l'imbrication en fait. Si on veut imbriquer par exemple certains contenus, par exemple avec l'approche que nous avons commencé, comment on peut le faire? Ce sera ça un peu la chose qu'on va voir. Vous voyez très bien que si nous sommes avec, par exemple, ici là, si nous n'utilisons pas en fait le CSS Grid pour gérer un peu l'imbrication, ça peut être un peu compliqué. Imaginez qu'on veut imbriquer par exemple ces deux colonnes-ci. Ah, ça va être un peu, on peut dire ça peut être compliqué parce que il n'y a pas vraiment une méthode assez magique. Parce que imbriquer voudrait dire quoi? Ça veut dire par exemple qu'on va mélanger ce contenu avec celui-ci, avec celui-ci. Vous voyez que tel que c'est disposé là, ça peut être un peu difficile. Ça peut être compliqué. Parce qu'on a stylé nos différents diffs. Puisque dans notre document, nous avons des boîtes qui ont été créées avec des diffs. Et on a stylé nos diffs de certaine façon. En fait, on dit cela qu'on a stylé nos diffs de manière générique. Parce que les diffs sont des enfants des roues, donc on les a stylés de manière générique. En utilisant par exemple ici ce qu'on a vu ici là. Pour chaque div qui avait une classe call, on l'a mis cela dans le row avant de styler cela en question. Maintenant, les marges des éléments imbriqués que l'on peut représenter par le ciblage, on peut cibler comment? On peut cibler les rows qui sont dans une row. Donc, on peut cibler par exemple un row qui est dans une row et qui possède un div. Pour faire quoi? Pour par exemple cumuler les marges. Regardez par exemple ici, si on revient dans le code. Regardez par exemple ici, on a une row qui a des colonnes. On a également une row ici qui a une colonne, qui a peut-être deux colonnes. Maintenant, si on veut maintenant, dans ce cas-ci, par exemple, si on veut peut-être essayer d'imbriquer peut-être deux colonnes de cette row-ci, ça devient un peu compliqué parce qu'il va falloir gérer les marges, comme on a dit tantôt. Et une fois qu'on a géré les marges, il faut aussi également gérer les différentes bordures, c'est-à-dire que les bordures de l'élément parent. Donc, du coup, ça fait un peu bizarre. C'est ces problèmes-là qu'on va essayer de gérer. Alors, essayons de voir par exemple la première roue. On va venir voir un peu la première roue. Regardons un peu ici. Alors, non, on va regarder ici. Alors, si on vient sur notre grille, ici, on a une grille, on a la roue ici, on a 3 3 on a la roue
Bon, pour faire cela, il va essayer de créer un contenu séparé pour qu'on puisse bien voir. Imaginons par exemple que je vais essayer de chercher, de créer un nouveau fichier pour qu'on puisse bien voir ça. On va s'imaginer quelque chose. Imaginons qu'on veut avoir ceci. On a deux boîtes là. On a la boîte 1. On divise. Lorsqu'on divise, on a une boîte. Ah, j'aime pas bien diviser en fait. Je vais faire une petite division en supposant ici là qu'on a une boîte 1, une boîte 2. Voilà une boîte 1 et on a une boîte 2. On suppose que ça c'est une ligne, une row, tant pour moi. Il y a deux colonnes. C'est la première colonne, ça c'est la deuxième colonne. La première colonne, on peut dire qu'elle a 4 unités et la deuxième a 2. C'est colonne 2. Exactement, sur une base 6. Pour représenter cela, qu'est-ce qu'on peut faire? Si on de créer ça à part, on va un peu expliquer pas à pas comment on peut réaliser l'imbrication en fait. Donc je vais prendre, on va prendre la même grille qu'on avait au départ. Je vais prendre imbrication classique. Imbrication classique. Imbrication classique et on va essayer de faire la même chose au niveau du style. On va prendre par exemple style 2. On va renommer ça, on va dire style 2. Okay, c'est bien souvent de bien organiser. Ok. Et dans mon implication classique, je vais mettre la style. Je suis style 2. Implication classique, style 2. Okay. Ou bien, qu'est-ce que je peux faire? Bon, je peux laisser ça comme ça. Je viens travailler directement dans ici. Pour éviter de recommencer. Je reviens dans ma grille. Grille simple. Désolé. On va laisser ça comme ça. On vient dans les grilles simples. Alors voici ma grille. Pour ne pas gâter le contenu, je vais rester sur ceci. Je suppose que je suis là. J'ai une roue par exemple. Je vais prendre une seule roue. Avec une roue, deux roues, qui était dérangé, 3. Je vais juste supprimer ces deux-ci. Je pense que c'est bon. Alors si je supprime ces deux-ci, je viens là. Je prends par exemple la 4. Je prends la 2. J'ai ma boîte que je voulais. Alors on va aller regarder si c'est le résultat escompté. Ok, on a ce qu'on voulait. Donc voilà les deux boîtes par exemple qu'on a dessinées. Un espace. Vous voyez que pour pouvoir définir cela, je n'ai plus eu besoin de déclarer les classes. Parce que j'avais déjà défini les classes. Donc on peut dire que j'ai juste appelé ces classes-là en fait. Pour permettre la subdivision. Donc voilà ce que ça me donne. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Nous allons ajouter cela dans la première boîte, une rangée avec une autre boîte.
Voici la première boîte. Il est question de faire quoi? D'ajouter une autre rangée avec une autre boîte pour réaliser cela, l'imbrication. Donc, imaginez que voici la première rangée. Si on ajoute une autre boîte dans notre première rangée, un peu comme si on faisait une imbrication. Donc là, par exemple, nous sommes dans notre col 4 ici. Donc ça, c'est une colonne. On peut ajouter quoi? Donc, on peut encore ajouter une ligne, une boîte, comme on a dit. Ça peut être comme c'est, puisque les boîtes s'ajoutent toujours avec des lignes. Si on ajoute là une ligne, donc, il contient quoi? Il contient peut-être une colle 2. Oui, en fait, dans la roue, il va ajouter une ligne, en fait. Donc, ce que je viens, donc je viens ici là, dans mon col 4. On avait quoi? Dans mon col 4, qu'est-ce qu'on avait? Donc, premièrement, on a d'abord notre ligne. On a notre col 4. Maintenant, dans le col 4, c'est là-bas qu'on va ajouter, par exemple, une colle de 2 unités. À l'intérieur du col 4, on va ajouter une roue qui contient 2 unités. Donc, du coup, on va faire là, on va faire un diff. J'espère qu'on se comprend. Point roue, point roue. Donc, une diff qui est une classe roue. Exactement. Alors, si on regarde le résultat, on aura ceci. Oui. Ok, là, ok, là, j'ai ma roue. J'ai ma boîte qui a été définie. Donc, ça veut dire que ceci va être retiré. Qu'est-ce que j'aurais donc? La deuxième boîte. Il y a 2 colonnes également. Vous voyez que c'est assez normal de mettre une colle 2 à l'intérieur d'une colle 4. Pourquoi c'est possible? Parce que ma colle fait 4 et à l'intérieur, j'ai créé une autre roue qui va faire le 2. Donc, du coup, c'est normal que je le fais. C'est clair. Voilà. Si je fais cela, est-ce que il m'en vais ici l'actualiser? Qu'est-ce qui va se passer? Vous pouvez constater, c'est là qu'il y a un problème. La grille ne fonctionne plus normalement. On ne pense plus que c'est une grille en fait. Il y a déjà un dépassement qui s'effectue là. Donc c'est un peu bizarre. Alors comment on peut faire donc pour régler ce problème? Exactement. On peut supprimer par exemple quoi? Les marges qui étaient à gauche. Déjà on peut supprimer les marges à gauche et les marges à droite. De quel élément par exemple? Ce sera par exemple les marges à gauche et à droite des éléments pour lesquels qui se calculent en fait sur le parent. Donc ce sera sur le parent. Qui se calcule sur le parent en fait. Donc, on va supprimer par exemple ici là la marge du premier élément et celle du dernier. On va calculer, on va mettre ce qui. On va sélectionner d'abord les roues et on va définir des marges qu'on va ajouter en fait. Donc ce qui va se passer, c'est qu'on va créer 2 nouvelles classes. On va aller dans, on va ajouter et on va ajouter en fait ces 2 nouvelles classes en fait.
C'est tout comme ça que ça se passe en fait. Donc, dès qu'il y a un nouveau truc, on crée une classe parce qu'on sait que cette classe-là pourrait être utilisée par d'autres boîtes en fait. C'est ce qu'on fait le plus souvent. Il a dit qu'on ajoute pour sur lequel lesquels. Il a dit qu'on va cibler ici là avec le parent pour que le sélecteur ait un sens. Si on dit cibler avec le parent c'est qui? Le parent c'est la roue. Donc pour pouvoir ajouter ces mages gauche et droite, on va donc cibler à partir de l'élément parent. Donc on va prendre qui? On va prendre par exemple la boîte 1 et on va cibler par exemple la boîte 1 que nous avons fait. Donc, si je veux par exemple, je peux par exemple tout d'abord ici là, je peux tout d'abord définir les marges que je veux, puisque j'ai dit qu'on cible à partir du parent et on définit en fait les marges qu'on veut. Donc si je viens par exemple, si je peux venir directement dans mon CSS, qu'est-ce que je vais faire? Je peux venir directement. Vous voyez que je viens juste continuer sur ce que j'avais déjà, ça n'empiète pas en fait ici sur mon code. Je cible à partir du parent.row. Je vais appeler par exemple cette classe par exemple margin. Vous voyez que je respecte certaines nomenclatures. Il veut dire que je veux une marge de 10. Il veut dire marge de 10. Alors, je fais M10. Qu'est-ce que je dis? Ça sera une margin left. Marge à gauche, comme j'ai dit tantôt. On va prendre ici à 0. On annule la marge à gauche. Et on fait la même chose pour la marge à droite. Voilà. Margin 10. Vous dites qu'on a une marge de 10. En fait, margin left, pardon, 0. Ah, j'ai mis le 1. Margin left de 0. De 0. Et j'ai margin right. Désolé du 10. Et margin right de 0. Margin right. J'ai juste fait l'erreur. C'est le plus souvent, c'est comme ça qu'on fait les nomenclatures en fait. Donc, on abrège ces marges, on fait M, L. Dans certains cas, vous allez voir les gens mettre plutôt les tirés ici, là. Les tirés. Les tirés, bon, ça dépend de vous. Puisque lorsque vous êtes en train de créer un cible qui sera très grand, il y aura beaucoup de pages, vous ne pouvez pas vous mettre à personnaliser chacun des boîtes. Donc, du coup, ce que vous faites souvent, c'est que vous définissez ici, là, un ensemble de marges. Surtout lorsque vous travaillez avec les grilles, bien les flexbox. Vous allez définir un certain nombre de marges un peu comme ceci, marge 1, marge 2, marge 0, marge 3, ainsi de suite. Et à chaque fois, vous allez juste appeler ces marges-là, en fait. Donc, j'ai défini la marge à gauche et la marge à droite à 0. Donc, j'annule ces marges pour qu'on ait un certain résultat. Une fois que c'est fait, qu'est-ce que je peux faire? Je peux revenir maintenant dans mon HTML pour essayer d'appliquer cela. Alors, je suis ici. Bon, je peux revoir ma grille. Alors, dans ma row ici, j'avais une colle. À l'intérieur de la colle, j'avais ma colle 4, j'ai une roue comme j'avais dit tantôt pour faire l'implication. À l'intérieur de la colle 4, j'ai ma roue. À l'intérieur de cette roue, j'ai quoi? J'ai ma boîte 1 qui continue dans quoi? Dans un col 2. Donc je peux donc appliquer cela le style pour annuler la marge ici là. M margin left de 0 à lui. Maintenant, il peut donner par exemple un élément enfant également. On a deux éléments en fait. Il peut définir un élément enfant à ma roue qui se trouve dans mon. Pour faire l'implication, il peut définir ici là entre chiffre D. Vous allez voir qu'on a un résultat qui sera assez correct. Remargin right de 0 ici là. On va annuler la marge à 0 droite égale yes. Boîte 1, execo. On va mettre la bis. Ça c'est clair. Alors, selon vous, quel sera le résultat?
Ouais. Bon, je crois qu'il y a une erreur ici que j'ai fait. Est-ce que j'ai utilisé. Oui, j'ai bien. Est-ce que j'ai bien sélectionné d'abord mes éléments comme j'ai dit tantôt? Oui. C'est dans le rouge, je sélectionne margin F0 et je sélectionne margin height de 0. Ici là, j'ai margin def de 0, j'ai margin height de 0. Alors si je reviens dans ma grille comme je voulais définir, oui, j'ai pas besoin du float pour le moment. En fait, l'objectif c'était que j'ai deux colonnes en fait, qui vont, aller- qui vont aller à la ligne en fait. Bon, pour moi j'ai une erreur ici. Alors j'espère si on revient sur la grille, j'ai une row, il y a deux colonnes. La première, qui est la boîte 2, la première qui est la colonne avec 4. À l'intérieur de la colonne avec 4, j'ai ma row. Il y a deux colonnes de taille 2, 2. Et donc, diff col 2, margin left 0, 8, pour annuler les marges à gauche. J'ai ma deuxième diff, col 2, margin height 0, qui est la deuxième. Normalement, je suis censé avoir quoi? Parce que regardez, si je suis dans une row que j'ai annulé, par exemple les marges ici là à gauche et les marges à droite, j'ai modifié quel CSS? Ah, j'ai modifié le CSS, c'est celui que j'ai modifié en fait. Ah, c'est comme si j'avais oublié de l'enregistrer. Voilà une image principale. Pourquoi? Et là, ne marche pas comme ce que je pense. Il y a quelque chose qui bloque. Bon, est-ce que j'ai le float ici? Bon, si j'annule un peu le float, voilà. Oups. Censé. Ok, j'ai le résultat escompté. Là, je crois qu'il y a, ah, ce sont les marges que j'ai définies tout en haut. Qui font ça en fait. Parce que normalement, qu'est-ce qui devait se passer? Voilà ce qui devait se passer. Donc, ici en haut, je devais avoir la boîte 1 et la boîte 1 bis ici en bas en fait. Vous voyez que c'est bon, c'est les styles, les styles que j'ai associés à la page qui sont en train d'embrouiller un peu parce que je n'ai pas supprimé ces styles-là. Est-ce qu'on se comprend? Ouais, ça devait faire une imbrication pour dire que bon, la boîte 1 et la boîte 1 bis ici seront un peu imbriquées en fait. Vous voyez que c'est. On a d'abord la première ici. Après, on a à l'intérieur deux boîtes là qui se suivent, quoi. Bon, essayons un peu de travailler encore dessus pour voir ce qu'on peut faire. Bon, si je viens maintenant, si vous dites, je botte, hein. Exactement, c'est 4 et 2 unités. Revenons là, revenons. Oui, exactement. C'est aussi ça, c'est aussi le problème des mesures. Parce que là, j'ai une boîte de 4, à l'intérieur que j'ai 2. Ah ouais. Dans ma roue,
Qu'est-ce que j'ai aussi ma roue. En fait, au total, c'est 6. Donc, je ne devrais pas avoir de problème, quoi. Donc, ici, et la roue, à l'intérieur de ma première colonne, j'ai un truc de 2. Étant donné que c'était 4, c'est censé fonctionner. Après, j'ai un truc de 2. Normalement, je ne devrais pas avoir ce résultat, malgré le fait que j'ai fait des float left. Bon, en fait, le float left force à aller de continuer sur la même ligne, quoi. Il force les deux éléments à se maintenir sur la même ligne. Mais le problème, c'est que mon deuxième est, est caché, en fait. Je, je pense que il y a un problème de mesure. La boîte ici, en fait, apparemment, la taille est fixe. Donc, du coup, la roue, est-ce qu'il y avait donné une taille exactement? J'avais donné une certaine taille. Essayons de voir si je commente ça. Puisque, vous voyez que normalement, il devait aller à la ligne, en fait. Je vais mettre, essayons de commenter ça. Bon, ça, c'est les conséquences de travailler avec. Vous voyez, voilà ce qu'on a. Enfin, ça, c'est ce qu'on devait avoir normalement. Bon, étant donné que j'avais défini des tailles, en fait, c'est ça le problème. Vous dites, voilà, c'est ce qu'on va résoudre, en fait. Parce que on n'est pas tous satisfait parce qu'on veut faire une imbrication. Donc, du coup, le résultat n'est pas toujours satisfaisant. Donc, ce qu'on doit faire, c'est que, exactement, c'est ça que je vous ai dit que c'est un peu compliqué. De manière classique, imaginez que vous avez donné, par exemple, le template que vous avez donné là, il y a des implications. Et que vous devez le faire nativement avec les marges. Parce que ce qu'on doit faire, c'est qu'on doit gérer les marges, mettre les éléments à l'intérieur, faire ceci, faire cela. Vous voyez que ça devient un peu assez compliqué. Là, maintenant, d'abord, on avait un premier problème, on a résolu. Maintenant, on a un deuxième problème. Il faut réviser encore les boîtes, le modèle de la boîte. Par exemple, c'est le parent de boîte 1 ici. Quel est son parent? Parce que son parent. Oui, donc le parent de boîte 1 et le parent de boîte 1 bis ici. Donc, la largeur est bonne. On peut dire, sur le point de la largeur, on peut dire que la largeur est bonne. Donc, il faut une bonne largeur. Mais en revanche, qu'est-ce qui se passe? Premièrement, il y a quoi? Vous voyez qu'il y a déjà un problème de bordure qui cause le problème. Regardez très bien. Regardez le premier, regardez le deuxième. C'est vrai que vous n'avez pas compris l'objectif. L'objectif des maths. Voilà, exactement. Tout à l'heure, lorsqu'on n'avait pas retiré ça, il y avait un problème. Lorsqu'on n'avait pas supprimé les marges, il y avait un problème. Et la solution était de faire quoi? C'était de supprimer les marges gauche et droite des éléments pour quel cas ici en fait c'est leurs parents. Parce que tout à l'heure, ça sortait du parent, si vous avez constaté, ça sortait du parent. Or maintenant, pour pouvoir résoudre cela, on a donc supprimé les marges gauche et droite de chaque élément, de l'élément parent. Et ça se comprend. Le problème qui se pose maintenant, ce n'est plus le même. On sait, d'office, qu'est-ce qu'on a? On sait que la largeur c'est déjà bonne. Pourtant, tout à l'heure, ce n'était pas le cas. La largeur sur 1 est déjà bonne. Il y a donc quoi? Il y a donc il y a une certaine bordure qui réduit la largeur qui était laissée aux parents. C'est ça qu'on veut donc régler. En fait, la largeur là permet de faire quoi? La largeur si empêche nos deux éléments de rester sur la même rangée. Parce que l'objectif c'était quoi? C'était qu'on imbrique les deux en fait. Ça se comprend. Voilà. Est-ce que vous vous rappelez de la propriété outline?
Est-ce que vous vous rappelez? Outline et border. Vous ne voyez rien autour de ça. Ça vous dit rien. Ça fait comme exactement les outlines, ce sont des bordures en fait. Alors pour résoudre notre problème, on utilise ce qu'on appelle les outlines. Bon, la différence, c'est bon, il ne peut pas donner une grosse différence parce que ça jette toujours le contour. Oh, avec la bordure, on définit une bordure sur l'élément et ce qu'on va faire tout, c'est qu'on va, la bordure va créer des marges. Oh, avec les contours bon, voici par exemple un ensemble de points qu'on vous décrit ici par exemple. On dit les contours online diffèrent des bordures, notamment ici là sur le point suivant. Les contours ne prennent pas d'espace. Vous voyez la différence déjà. Les contours ici là ne vont pas prendre d'espace. Les online sont des contours en fait. Donc ces contours ne vont pas prendre d'espace. Est-ce que vous comprenez déjà? Au-dessus du... Oui, pourquoi? Parce que lorsqu'on fait les bordures que vous définissez prend un espace déjà dans la page. C'est même c'est le problème que nous avons même ici. Parce que la bordure a pris un certain espace. Maintenant, on dit quoi? Avec le hotline, ça ne va pas prendre, le contour ne va pas prendre en fait. Le contour ne prend pas, le hotline là qui est le contour ne prend pas l'espace en fait. Et il est dessiné au-dessus du contenu. Et maintenant, au niveau de la forme, on peut changer la forme. Regardez ce qui se passe ici. On peut changer dans la forme de nos différents contours. On voit la principale différence avec je vais appeler ça comment, avec les borders. Donc pour supprimer déjà l'espace occupé par ça, on va donc utiliser maintenant ici là notre online. Pour lui, place de ce qu'on avait. Et ça, on se comprend. Donc s'il revient donc pour le faire, qu'est-ce qu'il doit faire donc? J'espère que c'est compris. Lorsqu'on va essayer d'utiliser le online au lieu du border, on va résoudre donc ce problème. Et comme j'ai dit tantôt, le online ici là ne sera pas compté cela dans la largeur. Il ne va pas donc influencer cela, la largeur de la boîte. Oh, vous dites sizing. Oui, en fait, pour le faire, on va tout utiliser les box sizing. Non, on va tout utiliser, on va tout faire forcer. Le box sizing est toujours important. On va râler sur la documentation, vous allez voir. Alors, si j'ai mon box sizing, regardez comment lui va fonctionner. Regardez. Donc, si, même si vous ne connaissez pas, lorsque vous voyez les images, vous voyez un peu ce qu'il est en train de gérer avec le box sizing. Lorsque lui donne un content box, ici on n'a pas de problème. Parce que lorsqu'on utilise le border, comme on a dit tantôt, il y a les espaces. Maintenant, lorsqu'on va prendre le box sizing associé cela au outline, on aura donc ce que nous voulons. Et comme on l'a bien vu, le box sizing lui va permettre de faire quoi? Il lui définit juste donc la hauteur, la largeur totale d'un élément. Et, et ce qui se passe, c'est qu'il se calcule de manière cela automatique. Bon, je crois qu'on pense on avait tellement vu. Ici, là, il y a plus des explications possibles avec les différentes valeurs que ça peut prendre. Si je reviens ici, je vais donc aller
modifier mon contenu. Donc, je vais aller modifier mes éléments en fait, mes diffs. Donc, si je reviens là, à ce niveau-ci, qu'est-ce que je dois faire? Bon, déjà, ceci là, on n'aura plus besoin de lui. Ce qu'on va faire maintenant, alors si je veux essayer d'avoir la même hauteur, qu'est-ce qu'il peut faire pour chaque élément? Pour éviter ici là qu'on ait ça en fait. Donc si je veux au moins que ça, on a au moins la taille, une taille minimum de la hauteur. Est-ce que vous vous rappelez de la propriété my minimum? Ah, donc il peut prendre un, voilà, il peut prendre un min. On peut éviter que c'est le problème que j'avais tout à l'heure, où le contenu n'apparaissait pas en fait. Ce qui fait ce que je définis un min, aïe. Ouais, que c'est, quand j'ai défini ça, c'est, il y a un peu de problème quoi. On a maintenant, exactement, parce qu'après, lorsque vous respecter toutes les conditions, ce contenu va venir se placer comme il se doit. Oui, c'est ça grandi parce que j'ai défini une hauteur. Tout à l'heure, je n'avais pas défini la hauteur. Parce que lorsque j'ai défini ça à 250, alors ce qui s'est passé, c'est que la deuxième boîte ne se plaçait pas, était cachée en fait. Bon, maintenant, pour qu'elle ne soit pas cachée, elle s'affiche normalement. J'ai défini un minimum qu'on avait d'abord au départ. Au départ, c'était à 250. Or, quand je retire, ça retire également pour celui-ci. Donc, du coup, pour résoudre ce problème, je définis ma marge minimum, une hauteur minimum autant pour moi. Lorsque je définis ma hauteur minimale, alors ça se passe comme ça. Donc, de manière, le minimum sera ceci. Et maintenant, là, ça peut s'agrandir seul en fonction du contenu qui est à l'intérieur, en fait. Exactement. Celle-ci va tout s'agrandir parce que j'ai défini un minimum, la hauteur. Vu que nous sommes dans une colle. Et on avait défini une taille de div. Voilà. Étant donné c'est le minimum ici, alors forcément, elle prend le minimum. Si c'est seule, elle va prendre le minimum puisqu'elle n'a pas assez de contenu. Donc, si j'ajoute également un contenu ici, elle va s'ajouter également. Étant donné que je n'ai pas ajouté un contenu, alors il n'y a pas de problème. Ici, là, j'ai ajouté un contenu, alors elle s'agrandit vers le bas. Alors, si on revient là-dedans, qu'est-ce qu'on doit faire? Exactement. Oui. En fait, si on met le max, c'est un peu comme si on a laissé à min. Donc, rien ne va s'agrandir, en fait. Ça va se cacher comme ce qu'on avait tout à l'heure. Donc ici, qu'est-ce qu'on a dit? On va donc ici là utiliser le hotline. Donc pour utiliser cela, on avait utilisé le box sizing. On va donc juste venir changer ici là notre propriété border. On va donc commenter la propriété border qu'on avait utilisée. Alors à l'intérieur, qu'est-ce qu'on va donc faire? On va faire un outline. Un pixel, c'est la même valeur que celui, c'est la même valeur que border également. On va donner une couleur vers le blanc. On va mettre là notre point virgule. Nous avons terminé. Vous allez voir, on aura un résultat qui sera un peu plus mieux. Vous voyez que le résultat est assez mieux. Mais on a toujours un petit problème. Il y a une certaine marge encore qui s'ajoute. Exactement. Non, en bas, tout simplement, il y a une autre marge. Vous voyez que c'est un peu compliqué de pouvoir gérer cela. C'est possible, mais c'est assez compliqué de pouvoir le gérer. Ouais. Ah oui, c'est la méthode la plus facile serait donc avec les grilles.
Là, on est en train de simuler en fait. Parce que ça arrive parfois que vous ne pouvez pas utiliser les grilles. Parce que les grilles ne s'utilisent pas à tout moment. Les grilles, ce sera pour disposer certains éléments. Or, dans les pages web, ce ne sera pas toujours les grilles. Le Flexbox également, ce ne sera pas toujours le Flexbox. Il va arriver à un moment que vous avez besoin de faire vous-même certains éléments en fait. Et vous êtes obligé d'utiliser toutes ces techniques qu'on utilise là en fait. Puisqu'on ne les a pas vues lorsqu'on travaillait sur le HTML, CSS maintenant. Lorsqu'on fait un TP comme ça, pour que vous puissiez voir comment on peut appliquer telle chose pour faire telle chose. Il y a tellement de possibilités. Ça, c'est une possibilité que je donne. Vous, par exemple, vous pouvez avoir une autre idée. C'est pour ça qu'on dit en programmation, il y a tellement d'idées en fait. Il y a tellement de chemins pour arriver à une solution. Il n'y a pas de solution figée. Vous utilisez juste la syntaxe. Dès que vous avez la syntaxe, vous faites votre magie pour arriver au résultat. C'est comme ça que ça se passe en fait. Ouais. Mhm. Je vous suis pas bien. Vous voulez imbriquer quoi? Ouais. 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 Mhm. Ouais. Qu'est-ce que vous voulez? 17 boîtes. Attendez, si je vous comprends bien, vous voulez parler en fait du dépassement, c'est ça? Ouais. Bon, bon, forcément, lorsque vous faites, regardez par exemple, quand nous avons défini c'est un overflow. Forcément, lorsque ça va dépasser, il va couper. Si on a défini des dimensions, ça dépend de vous, c'est ce que vous voulez faire. Regardez par exemple, si j'ai fait un overflow, donc quand le contenu ne va pas dépasser la largeur de la roue, qu'est-ce qui va se passer? Il sera caché. C'est ce qui se passait tout à l'heure. Si vous avez remarqué tout à l'heure, la boîte 1 bis, vous dites, bon, ça sera à vous de gérer, de trouver comment l'impliquer. Parce que si, exactement, forcément, exactement. Non, vous pouvez faire les calculs en fonction du parent. La dernière fois, je vous ai montré comment faire des calculs. Vous pouvez faire des calculs, mais, mais d'office, vous ne pouvez pas travailler sans les dimensions. Il va toujours falloir une dimension de base. Vous pouvez faire les calculs en fait. Parce que tout se calcule. Et vous allez utiliser soit le pourcentage. Le plus souvent, c'est le pourcentage parce que c'est le pourcentage qui va vous permettre de faire les bons calculs en fait. Parce que si vous utilisez les pixels, on peut se retrouver. Si vous utilisez les pixels, on peut se retrouver sur un écran qui est assez large et les pixels, le pixel que vous avez pris est assez réduit. Donc, du coup, ce ne sera pas convenient. Ce sera pas convenient en fait. Voici le résultat qu'on a, mais on trouve toujours que ce n'est pas satisfaisant. Alors, pour résoudre cela, qu'est-ce qu'il faut faire donc? C'est assez, vous voyez que
c'est un peu assez fastidieux. Pour résoudre ceci-là, on peut donc isoler cela les fonctions de la grille. Il y a plusieurs éléments ici là qu'on peut annuler afin qu'on ait toujours la même dimension. C'est l'espace qui se crée là, c'est parce que chaque élément a créé certains espaces. Comme par exemple le flottement, il y a les largeurs que nous avons définies, il y a le flottement en fait, même les gouttières, donc tout ça joue en fait. Et ça on se comprend. Les marges gauche que nous avons données, les marges droite, etc. Alors, comme on a vu cela, chaque élément flotte. Le flotte peut aussi également être un problème. Alors, essayons de voir autre chose. Alors, si chaque élément flotte, qu'est-ce qu'on peut donc faire? Les éléments s'y flottent. Enfin, comme nous avons défini dans notre CSS, chaque div flotte en fait. Qu'est-ce qu'on peut faire? Donc, revenons ici dans notre CSS, dans notre col 2, col 2. Donc, on va essayer de voir d'autres propriétés afin de gérer ce problème. Donc, on va partir sur un autre type d'exemple en voyant des nouvelles façons ici là de pouvoir flotter les éléments. Pouvoir cibler en fait les éléments qu'on veut flotter en fait. Qu'est-ce qu'on peut faire par exemple? Lorsqu'on parle d'isoler, donc, lorsqu'on dit isoler par exemple les fonctions d'une grille, c'est-à-dire quoi? On veut cibler de manière précise chaque élément qu'on veut, qu'on veut manipuler, qu'on veut donner une certaine taille. Par exemple, je peux vouloir cibler la colonne 2 uniquement, je peux vouloir cibler la colonne 4, etc. On appelle ça le plus souvent, c'est un ciblage intelligent. Lorsqu'on parle des grilles, c'est faire un ciblage intelligent. Tout à l'heure, j'ai parlé de l'isolement des fonctions d'une grille. Et je disais ceci, que certains éléments qui servent notre grille peuvent flotter, ou bien ont une certaine largeur. Certains éléments de notre grille servent quoi? Une gouttière. C'est-à-dire quoi? Une marge droite ou une marge gauche. Ça peut aussi mettre une marge à haut, une marge à droite. Et il y en a également une mise en forme de notre boîte en question. On peut avoir par exemple une bordure ou bien une outline. Étant donné que chaque élément, c'est-à-dire quoi, nous différents divs flottent, on peut décider de cibler. Lorsque je parlais de l'isolation, ça veut qu'on veut cibler de manière ici, là, intelligente les boîtes pour les appliquer un certain nombre de choses. Ça se comprend. Là, nous sommes déjà dans une autre partie pour voir un peu ce qu'on appelle le ciblage et l'isolation des boîtes. Parce que le premier, si on va essayer de résoudre cela, lorsqu'on va faire le CSS, lorsqu'on va faire le grid, lorsqu'on va entamer vraiment les propriétés sur les grilles. Ça se comprend. Je suppose par exemple donc que je vais dire ça comment? Je veux par exemple cibler de manière intelligente tous mes colonnes. Parce que regardez par exemple ici, lorsque je voulais cibler les colonnes, qu'est-ce que je faisais? J'étais obligé à chaque fois. Je fais col 6, vous, col 5, vous, col 4,
row, col 3, row, col 2. Vous voyez qu'à chaque fois, il était obligé de faire de cibler chaque élément. Oh, maintenant, s'il va appliquer un style général, enfin, s'il veut cibler de manière intelligente afin d'appliquer, par exemple, le float. C'est regardez par exemple ce que j'ai fait ici là. Ici là, mon float est appliqué à qui? À tous les divs. Oh, pourtant, je veux juste appliquer au col. Je vais donc libérer en fait le div si pour éviter certains problèmes par la suite. Pour que ce ne soit qu'au div qui a un certain col. Donc, je vais cibler directement les cols en question. Mais je ne peux pas venir cibler ça directement sur chaque type de col. Vous voyez que s'il vient cibler sur le col 6, après il vient sur le col 5, sur le col 4, vous voyez que ça ne va pas correct. Ça ne va pas faire l'effet escompté en fait. Parce que si vous voulez appliquer des choses différentes en fait. On veut faire ciblage intelligent. Exactement. Exactement. Imaginez, si je veux cibler les colonnes, qu'est-ce que je peux faire? Si je veux cibler les classes colonnes, qu'est-ce que je peux faire? Uniquement les classes colonnes pour les faire flotter à gauche, selon vous. L'objectif, c'est quoi, par exemple? L'objectif de notre ciblage intelligent, c'est de quoi? C'est de demander à toutes les classes qui vont peut-être commencer par col, suivez bien, c'est de demander à toutes les classes qui vont commencer par col de réagir comme nous le souhaitons. Par exemple, nous voulons que toutes les classes qui vont commencer par col commencent plutôt à gauche, donc soit flotter à gauche. En CSS, on peut le faire. Si on veut, par exemple, cibler toutes les classes qui commencent par un certain col. Parce que c'est ce que vous êtes en train de dire, en fait, dit qu'on va déclarer un call avec S, tu seras encore obligé d'aller dans chaque div, appeler cela. Vous voyez que le ciblage n'est pas toujours assez intelligent. Ouais. Exactement. Si vous vous rappelez très bien, lorsqu'on faisait CSS, vous avez parlé de ces sélecteurs-là. Donc, je vais prendre un sélecteur qui va prendre un attribut, une classe, une propriété, et dont on aura une certaine valeur. Est-ce que vous vous rappelez? On avait bien fait la propriété, avec classe, étoile, on va recevoir quoi? Exactement. Donc, je suis en train de cibler quoi? Toutes les classes qui vont commencer par col. Je suis en train de faire un ciblage intelligent en utilisant ce sélecteur-ci, en fait. Qu'est-ce que je vais dire? Je vais dire float. Oui, il faut le marquer. En fait, on l'avait même vu. Lorsque je vous citais les sélecteurs, je l'avais fait. Sélecteur d'attributs. Ça, c'est le sélecteur d'attributs, non? Voilà. C'est comme ça qu'on sélectionne les attributs. C'est beaucoup utilisé, même si on est en train de travailler avec les formulaires. Par exemple, vous voulez sélectionner les formulaires qui ont certains attributs. Quand vous voulez styler, par exemple, les formulaires, c'est beaucoup utilisé. Si par exemple, je vais ici, là, je mets maintenant mon float left, vous voyez que mon résultat sera impeccable. Je l'ai retiré ici. Alors, si je m'en vais là, c'est censé fonctionner également. Vous voyez qu'il fonctionne également. Alors, vous voyez que ce que j'ai fait, c'est que oui, j'ai supprimé le float sur la div pour qu'il soit maintenant appelé par juste par les personnes concernées. Et du coup, qu'est-ce que je fais? Je viens dans ma. Oui, j'ai déjà fait le float left. Exactement. Donc, il n'y a pas de changement. Vous voyez que ma page est tout identique. Mais là, j'ai un avantage parce que maintenant, ce n'est que les cols pris ici, là, qui sont flottés. Et ça se comprend.
Auparavant, tous les divs que j'avais subissaient un float. Vous voyez que c'est déjà un peu précis. Je suis un peu plus précis déjà. Maintenant, on a déjà géré ce premier problème. Maintenant, on peut nous occuper des gouttières. J'avais dit que les gouttières, c'était quoi? Oui, exactement. Les gouttières étaient les espacements entre les rangées. Entre les rangées, on avait les espacements. Par exemple, sur un row, par exemple. Donc, si on est sur une cellule, qu'est-ce qu'on aura donc? Si nous sommes sur une cellule, on aura un espace en haut et un espace en bas. Alors, voyons voir ce que nous avons défini ici. Sur le haut, qu'est-ce que nous avons défini? On a défini un row. Sur row, on a défini hidden. Maintenant, si on veut définir un espace en haut et en bas, on peut faire margin. Si on fait le margin, on peut dire par exemple 5 pixels et 0. On définit sur le marge en haut et en bas, c'est ça, non? Ok. Essayons de voir. Vous voyez que déjà, vous voyez que c'est un peu assez précis. Donc, notre contenu se place un peu de manière concrète. Maintenant, pour chaque enfant, qu'est-ce qu'on peut avoir par rapport au gouttière? Exactement. Oui, exactement. Non, le contraire de l'autre. Donc, si je viens par exemple ici, je peux prendre quoi? Je peux créer une classe. Je peux créer une classe qui va juste aller appeler en fait. Pour mes différents enfants. Bon, mais là, bon, puisque notre exemple n'utilisait pas trop ça, mais c'est quand même important de voir. Je suis en train de vous expliquer si on veut créer des images. Donc, je peux créer, même si on n'utilise pas. On va voir comment ça se passe. Donc, je suppose par exemple que je vais créer une image à gauche et à droite. Oui, pour mes enfants. Alors, pour cibler les enfants, qu'est-ce qu'il faut faire? Si je veux cibler les enfants, qu'est-ce qu'il faut faire? Ok, on peut prendre. Si un enfant a par exemple les gouttières, on peut mettre race par exemple. Gouttière et le tour est joué. On définit notre margin. On peut mettre 0, 5 px. Voilà. 5. Bon, maintenant, pour que ça s'applique, il faut qu'on appelle ça sur les enfants. Là, c'est clé. Quels sont mes enfants ici? Là, mon premier enfant. Ça, c'est clé. Mon deuxième enfant. Ouais, que ça gère un peu les espacements. Comment vous le voyez pas? Vous voulez que je rectifie? On avait combien d'enfants? On a donné juste une marge de 5 pixels, donc ce qui est sûr, ça vous ne pouvez pas voir grand chose. Mais il y a eu quand même un changement, peut-être que vous n'avez pas été attentif. Donc, ici, on le mettre 50, vous allez voir. Il met 50 là. Je pense que vous allez bien voir maintenant le changement. Est-ce que vous voyez? Ça, c'est les petits trucs que vous pouvez faire. Non, vous pouvez venir mettre. On est en train de voir les marges. Parce que l'objectif ici, c'est de faire quoi? C'est d'isoler les fonctions de la grille. Donc, donner
des styles de manière précise aux éléments, en fait, pour ne plus faire des styles globaux, comme le premier que nous avons fait, le deuxième et le troisième ici, en fait. Alors, tout à l'heure, vous tentez de demander que, à quand le CSS Grid. Alors, tout d'abord, je voudrais rappeler ce que l'objectif d'abord de cette dernière partie, c'était de voir ici, là, les grilles de mise en page. Lorsqu'on voit les grilles de mise en page, je vous montre donc comment est-ce qu'on peut utiliser une page en système de grilles. Et maintenant, par la suite, on va donc voir, à la fin, on va donc voir CSS Grid, comment on dit, avec la propriété Display Grid. Donc, premièrement, je vous montre comment on essaie de créer un site web grâce ici à des grilles, un système de grilles. C'est ça le premier objectif. Et par la suite, nous allons voir maintenant CSS Grid avec la propriété Display Grid. C'est ça l'objectif. Parce qu'il faut d'abord maîtriser le CSS en question. Comment est-ce que je peux subdiviser ma page à un grid et par à la fin, lorsqu'on va maintenant voir la propriété Display Grid, c'est de mieux comprendre comment est-ce qu'on peut ici là utiliser le CSS Grid pour faciliter tout ce que nous avons vu dans la mise en page en grille. Alors, on était au niveau de l'isolation des fonctions de la grille. Puisqu'on parlait de système de grille, nous sommes toujours dans notre grille. On voulait isoler chaque fonction de la grille. Nous sommes arrêtés, par exemple, ici là, sur les gouttières. On voulait donner un espace entre les enfants d'une rangée, en fait. On donnait les espacements entre les enfants d'une rangée. Et on donnait, par exemple, les mages. Ici, on a donné une marge où? En haut et en bas. Tout à l'heure, on avait donné quoi? Pour la row, pour la rangée. Pour la rangée, on avait défini une marge en haut et en bas. Et maintenant, pour l'espacement, nous avons défini une marge à gauche et à droite. Et à la fin, j'étais de disant que on aurait pu aller encore plus loin et distinguer ça, les gouttières verticales et les gouttières horizontales. Lorsque je dis gouttière verticale, j'espère que vous comprenez exactement. Si on définit les gouttières verticales, ça voudrait dire quoi? Vertical. Par exemple, on va prendre par exemple Flutter row. On peut dire goûteur row pour dire les gouttières sur la ligne. Pour les ranger, c'est-à-dire quoi? Les marges verticales. Et après, prendre le goûteur cell pour les cellules en fait. Pour définir quoi? Les marges horizontales. Si on revient dans notre grille, par exemple, regardez, les gouttières étaient définis sur qui? Sur les enfants de notre row. Il a dit tantôt que les enfants, on peut définir marge. La marge est définie sur tout le côté, en haut, en bas, à gauche et à droite. Et donc, raison pour laquelle, lorsque je dis qu'on peut aller plus loin, c'est-à-dire qu'on peut définir, premièrement, les marges sur les cellules et les marges, c'est-à-dire quoi? Les marges verticales et les marges horizontales. Verticales, c'est-à-dire en haut et en bas. Horizontales, c'est-à-dire à gauche et à droite. Ça, c'est clair pour vous. Donc, ce que je peux faire, c'est quoi? Donc, je peux venir dans mon CSS. Donc, je vais vous montrer là des techniques que vous allez pouvoir utiliser lorsque vous serez en face, par exemple, d'un code qui va peut-être traiter les systèmes de grilles. Donc, je peux venir là dire que, bon, point row. Bon, je définis point row et je vais dire tous les enfants. Ouais, ça, c'est pas mieux de définir au même endroit. Souvent, c'est bien de définir tout cela au même endroit. Je reviens là plus haut. Ok, j'étais ici. Je vais utiliser le. Bon, il vient là, il va dire point row. On est bien dans des enfants. Et j'ai dit que le CSS, ça correspondait à quoi? Lorsqu'on parlait des goûteurs cells, c'était pourquoi? Pour les cellules, pour les ranger, pour définir quoi? Les marges horizontales. Dans ce qu'on dit cellules, ça veut dire quoi? C'est de manière horizontale qu'on va définir les différentes marges. Alors, lorsqu'on est sur les cellules, qu'est-ce que tu peux définir? Tu peux définir même un ensemble de styles. Hein. Tu peux définir quoi? Une taille minimum. Et puis, par exemple, définir une couleur pour qu'on puisse voir un peu comment ça se passe.
Je peux définir quoi? Donc, je peux styler d'abord ma boîte. Essayer un peu de styler la boîte et le son un peu ce que j'ai dit tout à l'heure. Donc, si je veux dire par exemple point goûteur roux et point goûteur sel, ça sera à moi de reprendre ici là et faire chacun. Donc, ici là, je vais par exemple goûter. En fait, ça c'est plus pour styler, pour, je vais dire comment? C'est pour donner, appliquer un style, par exemple, bien personnalisé, qui va toucher réellement l'élément qu'on veut styler. Or, en le faisant directement ici, bon, c'est vrai qu'on peut toujours laisser. Ce que j'ai ajouté. En le faisant ici, c'est vrai qu'on style directement les deux. Bon, l'idée de euh, Glutero et Glutacel, c'était de pouvoir dire que bon, on peut donc séparer les deux. Et ici, là, dans le premier, Glutero, on spécifie juste la marge à gauche et à droite. Maintenant, Glutacel, on sépare les marges haut et bas. Bon, on peut toujours rester comme ça. Maintenant, ce que je voulais voir avec vous, c'était que je pouvais également styler mes différentes cellules, quoi. Je peux également styler mes différentes cellules. Si je veux supprimer mes différentes cellules, qu'est-ce que je dois faire donc, selon vous? C'est ce que tu as expliqué tout à l'heure. Bon, si on veut styler les différentes, si on a des cellules, on suppose que on a une cellule. Une cellule, c'est quoi? C'est la réunion des lignes et colonnes, comme les tableaux. Si on a par exemple une cellule, une classe cell, on peut définir quoi? En fait, c'est parce qu'on veut ici la personnaliser un peu ce que nous avons fait ici. Si vous vous rappelez bien. On pourrait croire que c'est la même chose, mais non. On veut donc identifier de manière unique certaines cellules. Parce que là, ici, là, nous avons ciblé quoi? Les diffs. Toutes les diffs. Et je peux vouloir juste cibler les cellules précises. Donc, je peux déclarer une classe cell pour les enfants. Tous les enfants des robots qui ont la classe cell, vous pourrez leur donner un certain style en fait. Par exemple, un min. Pareil, comme j'ai fait ici là. Peut-être ça à 120. Est-ce qu'il peut y avoir d'autres? En fait, c'est presque la même chose que je vais définir pour vous montrer qu'on peut décider de styler uniquement ce que l'on veut. Bon, je peux dire que c'est la même chose ici. Mais on n'aura pas besoin du outline, parce qu'on a déjà défini cela plus bas, le haut, quoi. Ouais. Un instant. Voilà. Bon, les seuils ont été mis d'abord ici, on repasse oui, ça, c'est ça, je vais styler une boîte. Lorsque je fais même directement ça, en fait, ça veut dire quoi? Lorsqu'il dit point vous, flèche, point sel. Qu'est-ce que vous comprenez? Vous êtes censé comprendre ça, puisqu'on avait vu le CSS depuis fort longtemps. Qu'est-ce que ça signifie? Voilà. Mais pas boîte un et boîte 2. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour que ça s'applique quelque part, je dois appeler cette classe-ci, qui est différente de celle que j'ai définie plus haut ici. Je vous ai parlé, nous sommes dans une partie c'est quoi? C'est l'isolation en fait. On essaie d'isoler les fonctions de la grille. Et ça se comprend. Ici là, je faisais un ciblage de tous les éléments. Donc, maintenant, je peux décider d'isoler en fait. Pour que bon, quand je vais appeler ceci sur une classe, sur un élément qui est enfant d'un row, ceci puisse s'appliquer. Et ça se comprend maintenant. Là, ici, je n'ai pas besoin de marches. On peut définir ceci comme ça. Bon, je pense qu'on avait déjà défini les marches, si je ne me trompe pas. Bon, euh,
Regarde, venons par exemple sur ma roue. Voici ma roue, par exemple. Je peux dire par exemple qu'ici, là, j'ai quoi? J'ai une selle. Bon, c'est vrai que, étant donné que vous voyez ce qui se passe. Donc, pour ma boîte en question, j'ai donné un style. J'ai isolé en fait par rapport aux autres boîtes. C'est ça l'isolation lorsqu'on est dans un système de grille. Mais regardez bien ce que j'ai dit. J'ai dit qu'on isole. J'ai déclaré une nouvelle classe quoi? Celle. Donc tant que je ne l'appelle pas sur un élément, elle ne s'applique pas. Et je vous ai montré bien la différence avec celle-ci. Parce que nous sommes dans l'isolation. Nous avons montré l'isolation par rapport, par exemple, également au mage, par rapport au, par exemple, à celui-ci. C'était ça ici, en fait. Alors ça, c'est le système de grilles, en fait. Nous pouvons voir des grilles encore plus complexes. Ça, c'est une grille assez normale. Nous avons vu. Vous voyez qu'on a déjà tous les outils pour faire les grilles les plus complexes possibles. Bon, je sais pas, j'ai une grille, je sais pas si vous dites. Exactement. Si déjà vous ne le faites pas, ça serait compliqué, en fait. Très important de le faire. Alors, j'ai un autre modèle, je sais pas où je l'ai placé. J'avais téléchargé ça. Une grille. Une grille assez complexe que je voulais vous montrer afin qu'on puisse faire notre dernier exemple dessus. Et maintenant,